enregistrement et on le remet en route après. 15, et on arrête le son. 15 minutes de pause et on se retrouve dans 15 minutes. Ok, c'est bon. Donc là, on est sur pause. Donc on va passer sur cette partie-là, ici. Voilà, c'est fait. Et puis, one step. Voilà, ok. Donc maintenant, c'est comme une présentation sur la stratégie DD Range Bar Scalping. Alors, 4 parties. On va revenir un petit peu sur le contexte récent. Et on est quand même ici avec une stratégie qu'on a commencé à présenter en fait Lyon au mois de novembre, Paris au mois de novembre dernier, Nice, Marseille, etc. Donc, on a un petit historique, on va dire, de pratique avec cette stratégie. On a eu l'événement Covid, donc on va revenir un petit peu sur cette partie de contexte ici. Et après, je vais présenter la stratégie, c'est-à-dire ses composants, comment elle est fabriquée, comment on la règle, etc. Et puis, on passera à la question un peu de l'évaluation de la stratégie, c'est-à-dire que on a une expérience double. On a un côté un petit peu backtest, et puis on a un côté aussi trading en réel. Donc, 2 expériences pour parler un peu de est-ce que c'est dans quelle mesure c'est efficace, comment on l'utilise, etc. Et puis, une sorte de petite conclusion, comment devenir un DD scalper, c'est-à-dire le nom qu'on a trouvé pour les pratiquants de cette stratégie. Alors, revenons, allons une fois sur ce point-là. Alors, s'il te plaît. Voilà. Donc là, ici, on commence, il y a le terme volatile. Parce que, en fait, cette stratégie, elle a pour origine, en réalité, c'est vraiment curieux de dire ça maintenant, elle a pour origine l'absence ou on va dire, la baisse de volatilité, le faible niveau de volatilité. Et ça, c'était quand on se positionnait je dirais, avant la baisse du Covid, liée au Covid, c'est-à-dire jusque, on va dire, mi-février, fin février, la volatilité a commencé à augmenter fin février. Et jusqu'à cette époque-là, la volatilité était très faible. Alors, regardons un petit peu sur les courbes, qu'est-ce qu'on peut montrer. Peut-être, on peut zoomer juste sur ça, s'il te plaît. On a ici deux représentations de la volatilité, c'est-à-dire, on a le DAX ici, et on a une volatilité exprimée en pourcentage, ici, dans cette sous-fenêtre, et on a une volatilité calculée, en fait, c'est une volatilité journalière, c'est-à-dire, on prend le plus haut, le plus bas, la différence des deux, on divise par le prix d'ouverture, ça nous donne un pourcentage. Ce pourcentage, on va le calculer, on va calculer sa moyenne sur 365 jours, c'est-à-dire une année pleine. Ça nous donne cette courbe. Donc ça, c'est la moyenne sur un an de la moyenne de la volatilité journalière. Et on voit que vers 2016, on avait un pic, puis c'était redescendu. Et nous, avant qu'on expérimente, on va dire, l'effet Covid, on était dans cette phase qui était extrêmement basse, historiquement basse, de volatilité très faible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé vraiment dans les 3 derniers mois? Si on va zoomer un petit peu maintenant en termes de volatilité en réduisant en fait la période pour calculer notre moyenne, et on se base maintenant sur 15 jours. Donc, sur 15 jours, on a toujours ce DAX en haut, et là, on voit la volatilité moyenne sur 15 jours. Et on voit que notre échelle ici, on remonte à février 2014, donc on parle de 6 ans. On a 6 ans ici, 6 ans, et on voit que la volatilité moyenne sur 15 jours n'a pas dépassé 3%, et que au plus bas, on était aux alentours de 1%. La volatilité sur 15 jours
la moyenne sur 15 jours de la volatilité journalière était entre 1 et 3%. Et alors, regardez l'effet Covid. C'est incroyable. Vous voyez ce pic, il monte jusqu'à 10%. Alors que pendant 6 ans, malgré tout ce qui a pu se passer comme mouvement, on voit qu'il y a quand même eu du mouvement tout le long, on n'avait pas dépassé 3%. Et là, en l'espace de quelques semaines, on est monté jusqu'à 10%. C'est incroyable. Même pour nous, des vétérans, il faudrait revenir, je pense, 2003, 2001, pour vraiment voir une volatilité, je dirais, aussi élevée, peut-être à certains moments, peut-être 2011. Mais là, sur les 6 dernières années, grosso modo, on voit ici, on a une volatilité importante, mais pas plus que 3%. Et là, pas un bon immense 10%. Alors, dans ces conditions-là, passons à la slide suivante. Dans ces conditions-là, il est devenu très difficile durant le mois de mars de trader. Et je voulais vous montrer cet exemple-là, très intéressant. C'est-à-dire, on voit ici le DAX et on voit le carnet d'or du DAX et on voit la stratégie en fait D&D sur le côté. Et ça, c'est une copie d'écran qui doit dater du mois de... On était à 9500 points, donc grosso modo mi-mars, fin mars à peu près, quoi. Et là, vous voyez la fourchette de prix énormément large, écartée sur le DAX. C'est-à-dire, si je regarde bien ici, ça va 11 à 15, ça veut dire 4 points, c'est 8 ticks. Normalement, c'est un tick en période normale, c'est-à-dire pour le DAX, c'est un demi-point d'écart. Et là, on était couramment, du matin au soir, on n'était jamais moins que 4 points à peu près. 3, 4, des fois ça allait 6 points, j'ai même vu 10 points, 10 points, 20 ticks d'écart. Alors, dans ces conditions-là, cet écart commençait à devenir presque je dirais, au niveau de la taille, c'était presque à l'échelle, on va dire, des objectifs et des stocks de la stratégie DD. Ça veut dire que les conditions trading, elles étaient impossibles pour faire, je dirais, du trading automatique, même manuel, en suivant notre stratégie. On pouvait faire plein de trading avec cette volatilité immense. Et comme vous l'avez vu ou comme vous pouvez le voir dans la vidéo d'il y a 2 semaines sur les résultats des stratégies automatisées, beaucoup de ces stratégies ont cartonné dans la période où il y avait justement beaucoup de volatilité. Donc, beaucoup de volatilité, c'est très bien. Je ne veux pas dire ici que c'est pas bien. C'est très bien. Seulement, nous, on avait conçu une stratégie pour un certain niveau de volatilité, pas pour une volatilité avec une fourchette qui est comme ça et grosso modo des mouvements de 10% par jour. Donc, durant quelques semaines, personnellement, j'ai arrêté le trading automatique et j'ai un peu regardé, j'ai un peu fait manuellement, j'ai un peu regardé. Mais, slide suivant, la bonne nouvelle, heureusement, la bonne nouvelle, c'est que la volatilité retombe. C'est-à-dire que la bonne nouvelle, c'est que on aime la volatilité, mais cette volatilité, c'est bon avec des stratégies plutôt de day trading, des stratégies, comment dirais-je, on capture du mouvement. Black Candle, par exemple. Black Candle, c'est super. Pre-line break, etc. Ici, ça, c'est la période d'avant, c'est-à-dire pas assez de volatilité. On va chercher, en fait, la stratégie d'aider pour nous apporter une solution pour trader dans cet environnement. Maintenant, vous voyez, on est ici à 2,65% en moyenne sur 15 jours. La volatilité journalière moyenne sur 15 jours est à 2,65%. C'est des conditions parfaites. À 1%, c'était dur, mais on y arrivait quand même. Mais 2,65%, c'est très, très, très bien. 5, 6, 10, ça c'est un petit peu difficile pour nous.
la fourchette s'élargit, mais ça, c'est parfait. Donc, la leçon, un petit peu le contexte général, il est très positif. Et donc, comme je conclus la slide, tout est en ordre pour reprendre et continuer tout notre apprentissage et toute notre pratique un peu avec cette stratégie. OK. Alors, là, juste avant de quitter la page, vous voyez, ça c'est maintenant le carnet d'or du DAX, pris récemment, et on voit que ça s'était pris même dans l'après-midi et il y a quelques jours, et on voit qu'on était à un écart de un demi-point. Entre les prix, là, grosso modo, il y a un demi-point. Et ça veut dire que la liquidité est revenue, les participants sont revenus, et pourtant on est dans l'après-midi ici. Normalement, dans l'après-midi, il y a 2 mois, il y avait un peu moins de, on va dire, il y avait un peu moins de participants. Maintenant, je dirais, même l'après-midi, le DAX est redevenu intéressant à trader. Il y a une période, février, et puis je dirais les 2-3 dernières années, où le DAX, l'après-midi, ça devenait presque plus intéressant à trader, il ne bougeait pas assez, quoi. OK, alors maintenant, passons à la partie suivante, la stratégie. Alors, la stratégie, ici, ça va consister en des slides descriptives, des explications, et puis après, on passera à la plateforme pour montrer, je dirais, l'application pratique, et puis on reviendra après sur la partie évaluation. Donc maintenant, allons, voilà. Alors, mettons les choses dans l'ordre. La stratégie repose principalement sur un principe qui est une vérité, on peut dire, Alain, une vérité. Une vérité en trading, c'est la tendance est notre ami. C'est-à-dire, si je suis capable de détecter une tendance, mon intérêt est de trader dans le sens de la tendance. Pourquoi? Et ici, le schéma en fait la démonstration, c'est-à-dire que si on représente ici le mouvement, je dirais avec des hauts et des bas, je ne veux pas utiliser de termes compliqués, ondulatoires ou des choses. En gros, le marché monte, n'arrive pas à monter plus, il revient, il reprend des forces, il monte. Le marché fait des zigzags. Le point, c'est que nous, en tant que traders, on peut observer ce que fait le marché. Et quand on regarde un comportement de la sorte, on voit tout de suite que cette zone que j'appellerais un bas local, le bas de cette période, ce niveau de prix là, on voit que le bas est suivi d'un bas plus haut, qui est suivi d'un bas plus haut, etc. Ça, c'est la définition, je dirais, absolue d'une tendance haussière. Oui. Quand le bas monte, ça veut dire que la tendance est haussière. Et inversement, quand on a une tendance à la baisse. Ici, vous voyez, en vert, j'ai positionné les signaux que nous aimerions, dont nous aimerions disposer pour pouvoir exploiter en fait cette tendance. Quelle est l'idée? L'idée, c'est si on est capable de reconnaître une tendance, ça c'est un challenge, c'est une chose, mais si en plus on est capable de reconnaître ici un retournement de tendance, voire pourquoi pas une prolongation de mouvement qui nous permet de rentrer à ces endroits-là, alors notre stratégie devrait avoir une certaine efficacité. Vous voyez? Donc ça, ce schéma résume en fait la philosophie de la stratégie DD. C'est reconnaître les tendances et faire le pari que la tendance continue, associer des signaux et essayer de capitaliser sur les signaux pour, en gros, surfer avec la tendance tout simplement. Alors, si on va sur la slide suivante, on voit que pour fabriquer la stratégie, on a fait appel en fait à à la base, ce sont des idées, mais les idées
elles ont été en fait converties en outils et on utilise des outils qui sont pas si courants que ça et qui sont remarquables dans le sens où chaque outil apporte je dirais, un avantage pour essayer de rendre la stratégie efficace. Donc, premier élément qu'on voit ici, ça c'est typiquement la bande qui permet de sélectionner en fait les différents types de graphiques d'agrégation dans la plateforme Nano. Et là, on voit envergure absolue qu'on appelle en anglais range bar. Range, c'est le concept de zone. Et bar, c'est une barre, une bougie, une barre. Donc, range bar, en gros, c'est un type de graphique bien particulier dont on va, que je vais vous présenter dans deux minutes. Mais grosso modo, c'est différent des graphiques habituels, genre 5 minutes, 10 minutes, etc. Donc, c'est un graphique particulier qu'on utilise pour des raisons bien précises qu'on expliquera après. Et c'est le premier élément, je dirais, de cette. C'est comme une équipe. On est en train de parler d'une équipe. Qui compose l'équipe? Premièrement, le chart range bar. Deuxièmement, je vais représenter ici par ces lignes, etc. et cette, cette petite, ce petit carré qui est coloré en vert. Et pour une raison bien particulière, c'est parce qu'il représente le concept de filtre de tendance. Il y a dans la plateforme un filtre de tendance, c'est-à-dire un indicateur qui reconnaît les tendances et qui convertit l'information sous la forme de filtre en retirant certains trades, en acceptant d'autres trades, mais aussi il colore le fond d'écran. Donc quand c'est vert comme ça veut dire que grosso modo, il faut plutôt acheter. Et puis on a un troisième élément, c'est ce rectangle-là, ici. Alors pour ceux qui connaissent, vous reconnaissez le signal Range Breakout, qui existe dans la plateforme depuis, je pense, 2017. C'est un outil très sophistiqué qui analyse les tendances et qui détecte les faiblesses, on va dire, dans la tendance, quand on sent que la tendance a du mal à continuer. Quand je parle de tendance ici, je parle de tendance à une très petite échelle, le mouvement des prix. On verra je vais illustrer ça d'ici quelques slides. Mais grosso modo, on voit ici le concept avec là, vous voyez, le prix d'entrée. Et grosso modo, c'est lié à un concept grosso modo, de cassure, tout simplement. Hein. Donc, on repère une zone, là, le marché part latéralement, puis il casse. Et lorsqu'il casse, grosso modo, on a une opportunité de rentrer en position. Le 1, 2, 3, quatrième élément, c'est le concept de stop target. Target, ça veut dire objectif. Stop, vous connaissez. On a ici une paire stop target qui est directement liée à cet outil, c'est-à-dire au signal. Donc, le stop, par exemple, il se positionnerait là, au niveau du sommet de la bande supérieure de ce rectangle. Et puis, l'objectif a un certain multiple fois le risque. On détaillera ça un petit peu après. Alors, notre équipe se compose donc de 1, 2, 3, 4, de 4 éléments. Et grosso modo, avec ces 4 éléments, on a essayé de fabriquer une stratégie efficace pour trader dans un environnement de volatilité faible, aujourd'hui de volatilité plus haute, plus forte, mais quand même une volatilité historique qu'on a connue dans les 6 dernières années, donc avec laquelle on sait, je dirais, s'adapter. Et on va voir maintenant chaque élément un peu plus en détail. Donc, on commence par le graphique. Regardons juste un peu en termes de timing, parce qu'on est supposé, je dirais, faire cette présentation jusque 12h45, je pense. Et il est 11h37. D'accord. Donc, on a encore une heure. Largement le temps. Largement. Alors, le graphique range bar. Je vais d'ailleurs
ralentir, rendre l'allure un peu plus faible. Range bar. En français, enfin, c'est pas un terme attitré, mais c'est dans la plateforme, ça a été traduit par envergure absolue. On le connaît sous les deux dénominations. Envergure absolue, range bar, c'est la même chose. C'est un graphique sensible au mouvement. Si on doit résumer ça en une phrase, c'est sensible au mouvement. Pourquoi? Premièrement, vous voyez toutes ces bougies. Une bougie, quand vous étudiez le graphique, vous l'affichez devant vous, vous regardez, une bougie ne dépasse pas un certain nombre de points. Historiquement, on a travaillé avec un réglage à 5 points. Ça ne veut pas dire que c'est le seul réglage. On peut régler la stratégie avec on va dire des chiffres différents. Ça, c'est un petit peu à chacun d'aller un petit peu découvrir qu'est-ce qui a l'air de fonctionner le mieux. Ça peut aussi un peu varier avec le temps, la volatilité, du moins de volatilité, etc. Mais ça, c'est des choses qui s'apprennent un petit peu avec la pratique. Le point est, si on suppose maintenant 5 points. 5 points, ça veut dire qu'il n'y a aucune bougie qui fait plus que 5 points. Parce que par définition, si on a une bougie qui fait 5 points, représentée par mes doigts là, et on a un tic qui sort de la limite de la bougie, grosso modo, on a la création d'une bougie supplémentaire. Donc, pour avoir une bougie supplémentaire, il faut que le prix il sorte du range défini par la bougie actuelle. Si maintenant le prix fait le yo-yo, mais avec on va dire une amplitude très faible, on peut imaginer qu'il n'y ait pas de bougie tout simplement. Si maintenant, à partir d'ici, le marché fait le yo-yo à l'intérieur de cette bande, grosso modo, on se trouve dans 20 minutes, on est toujours arrêté ici au niveau du graphique. Il n'y a pas de bougie supplémentaire. Donc l'impact de ça, c'est quoi? L'impact de ça, c'est que quand il y a peu de mouvement et peu de déplacement, le graphique de la journée du range bar est très seul. D'ailleurs, après, quand on va montrer quelques résultats de backtest, on observera que la largeur des graphiques durant le mois de mars était incroyablement large par rapport à la période précédente. Ça veut dire que même en termes de quantité, je dirais, de données pour les graphiques, la période récente du mois de mars, représente, lorsqu'on on compare par exemple avec la quantité de données pour fabriquer le chart range bar pour, mettons, une année, on voit que juste au mois de mars, ça représentait pratiquement un tiers, un quart d'une année, juste au mois de mars. Tellement le marché était volatile, tellement le marché bougeait dans tous les sens, tellement il crée des bougies range bar. Alors, si on revient maintenant sur ce schéma, on voit ici le marché bouge, donc en termes de niveau par rapport à un chart de 5 minutes, les niveaux, c'est la même chose. Ce qui change, c'est quoi? C'est que si le marché stagne, eh ben, grosso modo, on aura peu de bougies. D'un autre côté, vous voyez que le marché peut faire le yo-yo ici et descendre malgré tout. Par contre, et ça c'est un des grands intérêts pour nous, c'est si le marché se met à accélérer, eh bien, par définition, le mouvement, la distance parcourue va être fragmentée en petits éléments qui correspondent chaque élément à une bougie. Et donc, on va avoir une suite, une série consécutive de bougies pleines ici, qui montrent la vitesse du marché. Et puis, je dirais jusqu'à ce que le mouvement s'arrête. Ici, c'est très brutal parce qu'on a une bougie, donc ça veut dire une progression très brutale.
qui peut prendre. Ici, il n'y a pas de notion de temps, donc ça veut dire que ça peut, peut-être 3 bougies peuvent représenter une seule seconde. C'est pas impossible non plus. Ici, ça commence un petit peu à affaiblir. On a cette bougie rouge là où on voit qu'on a un petit peu du mal. Malgré tout, la progression continue. Alors, quel est l'intérêt en fait de ça? L'intérêt, c'est notamment, puisqu'on est capable de segmenter, à la clôture de chacune des bougies, on est capable de déclencher des choses. C'est-à-dire, on est capable, par exemple, d'appliquer un signal et de reconnaître que au niveau de la clôture ici, on veut rentrer en position à la charte, par exemple, parce qu'on a reconnu telle ou telle forme, etc. Ça, on peut le faire. Si maintenant cette bougie, qui peut-être représente une seule minute en termes de temps, si on est dans un chart traditionnel, on aurait une grande bougie comme ça ici, et on ne pourrait que intervenir à la clôture de cette bougie. Deux questions. Non, non. Est-ce que ce sont des bougies Renko? Non. Ouais, 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 ouais. Pourquoi? Vous êtes très perspicace. Vous êtes très perspicace, donc certains d'entre vous ont bien regardé et ils voient des barres qui sont un peu, elles sont pas toutes à 100% de la même taille. Et ça, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Le marché, c'est des bons. Quand le marché est très liquide, c'est-à-dire il y a beaucoup de participants, la fourchette est serrée, les prix s'enchaînent pic par pic. Quand le marché est un petit peu plus volatile, la fourchette peut légèrement s'écarter, mais en plus, le prix peut faire des bonds, c'est-à-dire j'envoie un ordre, je veux être fait, j'envoie 3 ticks plus loin. Comme ça, je suis sûr d'être fait. Et du coup, on se retrouve à faire des bonds. Et quand on fait un bond, si maintenant notre bougie, elle était par exemple, allez, je représente ça comme ça, si notre bougie, à l'heure actuelle, c'est ça, en termes d'amplitude, on cote ici, et maintenant le prochain prix, il est là, eh bien, grosso modo, on va créer une nouvelle bougie ici, ou plutôt la nano va créer une nouvelle bougie ici, même si peut-être la limite c'était ce niveau un peu plus haut. Vous voyez? Donc, on a une bougie qui fait 4 points, on a un prix qui s'exécute 2 points et demi plus haut. Grosso modo, la nano crée une nouvelle bougie et cette bougie-là, elle reste à 4 points. Vous comprenez? C'est pour ça qu'au maximum, c'est 5, mais il peut y avoir moins. Et dans la période du mois de mars, des fois, il y avait juste un trait. Parce que le prix avait fait des bons immenses, tac, 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 tac. Donc, il crée un trait, un trait, un trait, à des moments où le marché faisait des mouvements de 5% en quelques, on va dire, en quelques heures. On avait un point pour repérer qu'il y a eu un trade dans, on va dire, un certain niveau de prix. Bien compris, d'accord, ok. D'accord. Alors, donc, le point essentiel, c'est que comme on a segmenté le mouvement, on est capable d'intervenir tôt lorsqu'on repère, par exemple, des accélérations de temps. Ça, c'est le point clé avec le chart range bar. D'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions tout le long. Comme ça rend on va dire la présentation plus intéressante de manière générale. Ok, je dirais j'ai assez couvert ce point. Voilà. Ok, l'indicateur de tendance. Alors, l'indicateur de tendance, alors, ici, vous voyez, on voit pas vraiment où il est. D'accord? Il faut s'imaginer une courbe. Il faut s'imaginer une courbe. Euh, la chose la plus proche à laquelle vous pouvez penser, c'est Superpen. Mais maintenant, c'est plus Superpen. C'est-à-dire, au début, c'était Superpen, mais avec je dirais, la pratique du trading automatisé, la pratique du backtesting, etc.,
nous nous sommes aperçus que, grosso modo, il fallait qu'on programme notre propre indicateur de tendance pour que, grosso modo, dans les questions de backtesting, on ait une plus grande consistance entre les résultats de backtesting et les résultats du trading réel en automatique. Vous voyez? Et je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, on a renommé l'indicateur à l'intérieur de la plateforme. On verra ça après. On l'appelle DD Trend Ticker, le titre de tendance DD. Grosso modo, cet indicateur reconnaît, par exemple, que ce mouvement est à la baisse. Et de ce fait, il peint le fond d'écran en rouge ou en rose pour indiquer qu'on est dans une période baissière. À un moment, quand le marché prend une autre direction, il va toucher cette... Vous imaginez qu'il y a une ligne ici. Il va toucher cette ligne et l'indicateur de tendance va basculer et va nous indiquer maintenant qu'il faut plutôt être long. Donc l'indicateur de tendance, c'est juste un instrument, on va dire, c'est une formule, hein, c'est du calcul. Et bien entendu, on n'est pas à 100% sûr on ne peut pas prédire la durabilité de la tendance qui suit, mais on peut quand même voir sur ce schéma, sur cet exemple, que ça c'est bien à la baisse et c'est bien rose, et ça c'est bien la hausse et c'est bien vert. Donc les informations sont correctes, elles sont consistantes avec ce qu'on voit. Et là il faut s'imaginer en fait plutôt une sorte de courbe qui suit. Et si le marché retombe, ben, on repasse grosso modo à la baisse. Ok. Un élément, on verra ça dans le réglage. Il y a un élément, c'est que nous, on travaille donc sur notre graphique de 5 points, ou autre réglage si vous trouvez que un autre réglage est meilleur. Mais l'indicateur de tendance, on s'est donné la possibilité de l'agréger. Donc ça, c'est un concept comme ce que Alain a montré avec Black Candle, où il a montré que Aitinashi, on l'agrégé pour avoir une combinaison entre deux unités de temps. L'unité de temps dans laquelle on traite, et puis l'unité de temps de l'indicateur. C'est deux choses différentes. Et ici, même concept, on utilise tout simplement la capacité qu'a la nano d'agréger des indicateurs. Je vous montrerai ça après quand on sera dans la plateforme. Mais il faut savoir que l'indicateur de tendance, il est agrégé. Il est agrégé d'un facteur 4. Pour dire la vérité, j'ai rarement changé en fait cet indicateur. Dans toutes les études que j'ai faites, je garde toujours 4 en réalité. Mais théoriquement, on peut le changer aussi. Ok. Passons à une petite question. Oui. Ok. Ok. Alors. Ok. Renko, c'est un concept de. Je commence avec un niveau, par exemple, on va dire DAX, allez, on va dire 12 000 francs. 12 000. Je dis que, je dis par exemple 5 points. Ça veut dire que je vais, dans ma tête, tirer des lignes 12 000, 12 005, 12 010, 12 015, 12 020, etc. Après, j'observe le marché. Si je suis entre 12 000 et 12 005, je me laisse 5 points ici, 5 points ici. Tant que le marché tape à l'intérieur de cette bande de part et d'autre, grosso modo, mon Renko n'a pas bougé. Il faut qu'il sorte
de ce range pour créer une nouvelle bougie. Mais cette bougie, elle va exactement correspondre, elle aura comme base 12005 et elle aura comme sommet 12010. C'est-à-dire que Renko, ça va coller avec l'échelle de prix. Si vous définissez ça comme 5, et ben tous les 5, grosso modo, quand vous regardez le chart Renko, il sera toujours aligné, il aura toujours comme base un multiple de 5 et comme sommet un multiple de 5. On suit en fait c'est comme si on était sur une grille et on noircit la grille et on avance comme ça. Range bar, c'est plus souple. Range bar, si on revient à la slide précédente, ouais, voilà. Donc, range bar, vous pouvez avoir une poussée, on ouvre à l'extérieur et on revient en arrière. Donc, on peut avoir une barre dans un sens et la barre dans l'autre sens. Avec Renko, c'est pas possible. Avec Renko, soit on monte, soit on descend, mais on peut pas avoir, comment dirais-je, on peut pas avoir juxtaposé une bougie blanche, une bougie rouge, comme ça, juste l'une à côté de l'autre. Avec Renko, on aura la bougie blanche ici et la bougie rouge, elle sera en dessous. Elle partira vers le bas, le mouvement part vers le bas, on aura la bougie rouge qui sera en dessous. C'est différent. Il suffit d'ouvrir un chart Renko, de le mettre à côté d'un chart Range Bar, et voilà, il y a les deux dans la nano, et vous verrez la différence. Ici, c'est pas facile d'expliquer parce que j'ai pas vraiment la plateforme sous la main, mais grosso modo, Renko, c'est assez rigide parce que les prix on suit des prix, des niveaux de prix et on peut pas, comment dirais-je, c'est une question de sortir d'un certain range, mais euh, les bougies ont toujours, on va dire, un prix bas, un prix haut qui est multiple de ce que vous aurez défini comme étant le nombre de points. Ici, on monte, on superpose des bougies, on part latéralement, on a une bougie comme ça, une comme ça. J'essaie de donner la meilleure explication possible. Continuons. Le signal. Le signal, on s'intéresse maintenant à cette partie. Là, on voit un mouvement. Alors, je vais utiliser le terme tendance. Ça n'a rien à voir avec la tendance de fond qu'on avait définie avec l'indicateur de tendance. Ici, je parle de la tendance de court terme, la tendance définie juste en regardant ces bougies. Et on voit que le marché descend. Et on voit en fait que ici, en fait, le marché rebondit, il descend et il vient maintenant buter pour la deuxième fois contre le niveau bas, il remonte, il réessaye. Au niveau de ce rebond ici, il y a un algorithme qui reconnaît ça comme un signe de faiblesse de la tendance, purement et simplement. Il y a différents scénarios, on va dire, différentes situations qui sont codées à l'intérieur de ce signal qui reconnaissent une faiblesse de la tendance. La tendance, elle est clairement à la baisse, mais là, ça stagne. Le signal range breakout reconnaît cette faiblesse, identifie les niveaux et décide maintenant deux niveaux. Un niveau qui est comme un support, un niveau qui est comme une résistance. Et maintenant, on est dans un concept de range. On est maintenant dans un range latéral, horizontal, et des fois, le marché ressort vite et des fois, il ressort très lentement. Mais grosso modo, cette configuration, cette pattern, comme on dit en anglais, elle est typique d'une faiblesse. Donc, comme le marché venait par le haut, ça veut dire qu'on était dans une tendance à la baisse. De ce fait, les couleurs du rectangle sont rouges. On a le trait fin. Le trait fin, il vient à partir du moment où
la plateforme reconnaît la faiblesse. Alors, elle dessine un trait fin, elle rosit le fond d'écran, et puis elle commence à dessiner, grosso modo, un range horizontal. Ici, on voit que on sort tout de suite. Qu'est-ce qu'est le signal? Le signal, c'est quand la bougie clôture à l'extérieur. À ce moment-là, ça déclenche un prix, l'envoi d'un ordre au prix du marché de vente. Oui. Donc, ici, on a typiquement le marché descend, il stagne et il continue sa descente. Donc, ça, c'est un signal de continuation, un signal de prolongation de tendance. On a une tendance, un petit arrêt et ça reprend. Ici, on a l'inverse, c'est-à-dire le marché monte. Comme il monte ici, l'algorithme reconnaît que c'est un mouvement haussier. De ce fait, il colore le signal en vert. On voit qu'il atteint on va dire le prix atteint ce niveau. Il redescend, rebondit, il redescend, et maintenant, ça, cette espèce de zigzag, cette espèce de W, de M, plutôt, c'est comme un M, ça, signal de faiblesse. On reconnaît qu'il y a un signal de faiblesse, on dessine le range. Le marché rebondit, enfin, pas rebondit, ici, on prolonge, on reprend, en fait, c'est une reprise de tendance. On a un petit peu hésité, on a buté, il y a des vendeurs qui se sont opposés à nous, ça nous arrête, et puis finalement, le mouvement repart et le marché remonte. Et là, à la clôture, on a une opportunité pour entrer à l'achat. Et si on se met en mode automatique, ça déclenche un ordre d'achat automatique. Si on est en manuel, on regarde ça, on voit qu'il y a une clôture, on achète tout simplement au marché ou comme on veut. Voilà. Donc ça, c'est deux signaux très, 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 très intéressants et très, 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 très adaptés à cette stratégie. Alors, continuons. La logique avec vous voyez, ce signal, quand je parlais de range horizontal, on voit ici clairement que on n'est plus dans une situation où le marché descend et puis il reprend sa progression. Ici, on est vraiment dans le marché qui part latéralement, quoi. Qui part latéralement, qui peut partir latéralement pendant plusieurs minutes. Et on voit que à chaque fois, on bute une fois ici, on rebute ici, et puis après, au niveau du support, on bute, pour ainsi dire, on a buté là, on bute une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois ici, et puis finalement, ça casse. Alors, le point d'entrée, c'est, grosso modo, c'est le prix d'ouverture, en fait. C'est le prix d'ouverture de la bougie suivante, la bougie qui suit la bougie du signal. D'ailleurs, quand on fait un backtest dans la nano, on a la possibilité de choisir comme prix de référence soit le prix clôture de la bougie du signal, soit le prix d'ouverture de la bougie suivante. Avec la DD, il faut toujours prendre le prix d'ouverture de la bougie suivante parce que ça donne un résultat beaucoup plus proche de la réalité. Alors que si je suis maintenant avec le black candle, je m'en fiche complètement de cette subtilité. Black candle, je fais mon backtest, prix de clôture égale prix d'entrée égale prix de clôture de la bougie qui définit le signal. Pourquoi? On cherche du mouvement, on cherche 30 points, on cherche 40 points, 50 points, on n'en a que faire d'un pic de plus ou de moins. DD, différent. Objectif court, risque court, quelques points où sur le résultat total. Donc, on veut être le plus précis possible. Donc, il faut retenir, si on fait un petit backtest, il faut toujours sélectionner l'ouverture, le prix d'ouverture de la bougie suivante. Je vous montrerai après où le faire. Ici, on a un stop, là, au niveau dans la prolongation du range, du rectangle. Et puis, le prix d'entrée étant là, la différence entre
le stop et le prix d'entrée, ça s'appelle le risque. Ça peut être, ça peut être 10 points, 15 points, 8 points, ça dépend de la volatilité, 30 points, ça peut être avec le DAX, ce genre d'ordre de grandeur. Et puis, une fois le risque, ça nous amène à notre prix target, l'objectif. Donc, la nano, elle est capable de, si vous vous montrez manuellement en position, elle est capable de positionner ses ordres du moment qu'on a sélectionné le mode trade guard plus auto-order. Si vous êtes en mode automatique, elle rentre automatiquement, mais elle vous positionne ça aussi. Donc, ce positionnement, je dois avouer que je n'ai jamais vraiment changé le réglage. Le réglage, il est sur une fois. En analyse technique, Alain, c'est un grand expert de l'analyse technique. En analyse technique, ce genre d'amplitude ici, où le prix a bataillé, c'est souvent, quand on le reporte une fois, le prochain, on va dire, support contre lequel le marché risque de buter. Alain, c'est ça. Hein. Donc, c'est peut-être pour ça que le réglage de 1 est le réglage qui a l'air sur au fil du temps le plus solide. Donc, voilà. Donc, ça, c'est fait. Ici, on a une progression. Mais maintenant, on va carrément voir directement dans la plateforme et on a une progression et on voit plusieurs fois le signal intervenir. Une fois ici, on touche l'objectif là. Alors, la plateforme, elle, on lui spécifie de telle heure à telle heure et elle dessine tous les signaux. Ici, on a ce signal, celui-ci. Celui-ci, il n'opère pas. Il est juste là visuellement puisque notre target est au-dessus. On touche le target et puis on attend le prochain signal. S'il y en a un, il y en a un ici, etc. Alors maintenant, en termes d'heures, on est dans quel 12h04. Donc on va jusqu'à 45. Donc on a 41 minutes. Problème. Prochaine slide. Alors, ça, c'est la volatilité horaire. On peut la récupérer dans la nano. Il faut la récupérer. Bon, je dirais, ici, on montre comment le faire. Modèle d'étude, proposition, WHS proposal, c'est-à-dire les propositions des clients. Et à l'intérieur, on cherche hourly avec un H, ça veut dire horaire, ça veut dire la volatilité horaire, c'est-à-dire la volatilité non plus par journée, mais par heure. Donc je prends par exemple l'heure de 2 heures du matin. Donc vous voyez, ça commence, le DAX il commence à 2h15. 2h15. Donc 2h15, c'est aussi le début du marché japonais. 2 heures, c'est le début du marché japonais, le Nikkei, le fameux Nikkei. Rappelez-vous que, si je fais une petite aparté, si vous allez voir la vidéo sur les résultats du trading automatique, de mes stratégies de trading automatique, vous verrez que le Nikkei était le meilleur performeur, on va dire, du premier trimestre et même pratiquement des 6 derniers mois ou des 9 derniers mois. Et cette bougie, c'est la bougie qui correspond à l'ouverture du Nikkei. C'est intéressant de noter ça. La prochaine bougie, 3 heures, et après on va comme ça. Alors, pour simplifier les choses, le vert clair, c'est les 4 premières heures, le vert foncé, c'est les 4 heures qui suivent, et nous, ce qui nous intéresse, c'est les heures européennes, donc de 8 heures à midi, et puis après, on a entre midi et 2, et puis après, c'est 14h, 15h. Donc, 8 heures midi, c'est le bleu ici. On a 2 bougies ici, enfin 2 barres grises entre midi et 2, c'est-à-dire 13h et 14h. 13h jusqu'à en fait 15h. Hein. L'heure on va dire, ça commence à 13h et ça termine à 14h59. C'est ces 2 bougies-là qui sont toujours relativement calmes. Et puis on a de nouveau, vous voyez,
la partie américaine, la première mi-temps de la partie américaine, c'est-à-dire 14 heures jusque, ça clôture jusque 18 heures. Et après, on a la dernière partie américaine de 18 heures jusque 22 heures. Alors, là, quand on voit ça, la première chose à voir, c'est quoi l'échelle. Donc, ici, on voit cette bougie, enfin, cette barre immense, et on voit ici 1,4. 1,4%. Donc là, on réfléchit et on se dit, je vous ai montré avant un graphique qui était le graphique de la volatilité journalière moyenne sur 365 jours. Maximum 3%, et on est en train de remonter. Sur 15 jours, entre 1 et 3%, avec ce pic à 10%. Ça, maintenant, c'est sur 5 jours, et ça a été pris, je pense, la semaine dernière. Donc, on parle de la dernière semaine du mois de mai. La bougie de 9 heures, celle qui fait de 9 à 10, elle monte 1,4% de volatilité. Ça veut dire en une heure, on a autant de volatilité qu'on avait l'habitude d'avoir avant le Covid pour les 3 dernières années. Depuis, en gros, le Brexit, l'élection du Brexit, depuis 2016. Printemps 2016, la volatilité était peut-être de 1 à 1,5 par jour. Et ça, c'est juste la bougie de 9 heures. Elle a autant de volatilité. C'est incroyable. Quand on y réfléchit, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir que d'un point de vue de trading, pour nous, la DD, ça, c'est très bon. C'est pour ça que ici, dans ce qu'on va vous montrer, on s'est arrêté en fait à 9h, 13h. On laisse un petit peu jusqu'à la midi, on laisse terminer midi. Donc, 9h, 13h, ça fait 4 heures. Mais en réalité, moi, je fais des essais en parallèle sur cette partie-là parce que le DAX est de nouveau tradable l'après-midi. Puis un temps où il y avait de moins en moins de volatilité, mais là, c'est quand même intéressant aussi. Ouais, c'est quand même assez haut. Donc, voilà. Donc ça, c'est des informations intéressantes qui conditionnent en fait quand est-ce qu'il est plus favorable d'opérer quand on fait du scalping. Quel moment de la journée? OK. Alors, maintenant, si tu pouvais, Alain, maintenant on va faire un travail, c'est comme un balai. C'est-à-dire, euh, on fait un travail à deux. Si Alain, tu pouvais glisser, voilà, la nano, double-cliquer, voilà. Et si tu pouvais montrer le petit contrôle qui ressemble à un contrôle on va dire de magnétoscope. Et si tu pouvais le mettre, par exemple, ici, là, dans le coin. Là. OK. Alors, j'explique. Ici, on a le graphique typique. Ça, c'est un fichier playback. C'est-à-dire, c'est la journée du 2 juin. Donc, le 2 juin, on est le 4, c'était il y a 2 jours. C'est intéressant de montrer, il y a des bons trades, des mauvais trades. Ça montre un peu les deux côtés de la chose. On a le DAX qui commence à 2h15. Et on est ici maintenant à 8h54. On est juste avant 9h. OK? On a le mode trade guard plus auto activé. On a en haut le petit bouton pour montrer que si on fait un achat ou une vente, on va voir le petit signe dans le graphique. J'ai ôté la main pour pas qu'on me, pour pas me, ouais, ça me fait penser à la politique de confinement. Pour pas me mettre des entraves à ma, à ma liberté de trader. Et puis, je vais maintenant demander à Alain d'activer ce bouton, play. Attendez, hein. Et le marché, les ticks vont arriver. C'est basé sur de l'historique. Le marché va se dérouler 5 fois plus vite que normalement. Donc, une minute, c'est 60 secondes. Divisé par 5, ça fait 12 secondes. Donc, une minute, ça va faire 12 secondes. Donc, 10 minutes, ça fera 120 secondes, ça fera 2 minutes, puisque c'est pas ça.
10 divisé par 5, 2 minutes. Donc, on va montrer un peu ce début de journée du 2 juin. Et alors, soit prêt, buy, sell. Quand je dirais buy, d'acheter, sell, de vendre. OK? C'est parti. Donc, on voit. Alors, c'est juste peut-être appliquer. Ouais, ça bouge, ça bouge. OK, alors, on peut, vous voyez, on vous montre en même temps comment ça marche le playback. Donc, il est quelle heure là? 8h54. Donc, par exemple, si tu appuies sur plus 1 minute, ça fait avancer le chart d'1 minute. Donc, maintenant, c'est 57. Je peux faire encore 1 minute. Voilà, 58. Bon, maintenant, ça va venir vite. Hein. Donc, soyons prêts. Maintenant, c'est comme l'ouverture du marché. C'est comme si on dit on veut trader DND. Alors, 9 heures. Ça, c'est 9 heures. Maintenant, techniquement, vous voyez, premier signal. Sois prêt à faire pause. Ouais, ouais. Vas-y, fais pause. OK. Ce qu'on va faire, c'est on va zoomer. Tu peux juste prendre de là à là. On va zoomer, comme ça, on voit un peu mieux voilà. Et maintenant, tu peux faire de nouveaux prêts. Voilà. Ça, c'est parfait. Vous voyez, le prix qui vient buter, tac, 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 le prix est littéralement incertain. Donc, si on est plutôt à la baisse, s'il sort à la baisse, je dirais, allez, vends. Come on. Voilà. Vous voyez, le temps que ça prend quand on est en manuel. Hein. Vous voyez, donc le marché, il sort, il remonte, et voilà. Et là, on a été touché. Fais pause, s'il te plaît. OK. Donc, peut-être un nouveau zoom un petit peu. Vous voyez, donc, qu'est-ce qui se passe? On voit les bougies, plus ou moins toutes, elles ont toutes la même taille, quasiment. Hein. Donc, le marché, ça c'est 9 heures. Donc, toutes ces bougies-là, quand on regarde l'échelle, on est ici à 9 heures, et là on est à 9h03. Donc, toutes ces bougies-là, elles se déroulent indépendamment du temps. C'est que basé sur les prix qui arrivent dans la plateforme. Les prix arrivent, ça fait des zigzags, etc. Ce signal, en fait, il est... Alors, vas-y, fais une fois, OK. Ah, il veut nous mettre, il veut nous arrêter là. Voilà. OK. Voilà. On pense que c'est bon, mais on ne sait jamais. Hein. OK. Donc, pourquoi c'est vert? C'est vert parce que si je oublions le mouvement général, le marché monte, c'est vert. Parce que ici, ça monte. Maintenant, on voit que dans un mouvement normal à la hausse, le marché aurait fait ça, puis ça, puis ça. Il ne l'a pas fait. Il n'arrivait pas à passer plus loin. Il rebondit sur ce niveau-là. Bon, à un moment, il sort par là. Donc, c'est vert, mais malgré tout, pour nous, on utilise ce signal à la baisse. D'accord? Donc, vert, rouge n'a pas tellement d'importance. Ce qui compte, c'est la cassure dans le sens qui nous intéresse, nous. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la vente. Il casse à la vente, on prend. Vous voyez, Alain, il a réagi, le temps de appuyer sur le bouton, crac, tac, 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 il a clôturé, il a fait une bougie, une autre bougie. Donc, dans la pratique, c'est un petit peu comme ça. Non, il faut voir, on est à une vitesse 5 fois plus rapide. On peut continuer. L'objectif, il est très court. Là, on voit, c'est très court, mais c'est quand même 312 €. Ouais. Donc, ça veut dire 12,5 par tick, 25 € par point. 25 fois 10 points, ça fait 10 points, ça fait 250.
Ah, 250, allez, on est dans du 15, c'est du 15 points et quelques. Le marché reprend sa baisse, mais il n'y a pas de signaux. Donc, on ne peut pas exploiter ça. On a juste le marché qui baisse. Donc, ça va 5 fois plus vite. Donc, là, maintenant, on est à 9h07. Vous voyez, ah, vous voyez ici, alt, pause, voilà. Vous voyez ici, ce qui se passe, c'est, vous avez le marché qui baisse, il remonte, vous voyez, et le concept de zigzag, c'est quoi? C'est le marché fait ça, il fait ça, et il baisse. Lui, il a fait ça, il a commencé à faire ça, et il est reparti dans le mauvais sens. Faiblesse qui est repérée par le signal range breakout, il repère le point maximum, le point d'où on était parti, ça c'est un range, voyons ce qui va se passer. Donc, nous, on est dans l'optique de vendre. Donc, et on a une vitesse 5 fois plus grande. Bon, le marché qui part un peu latéralement, qui rebondit en fait, vous voyez, là il sort. Ce qui compte, c'est le prix de clôture. Il clôture à l'extérieur. Donc, ce signal, quand il clôture à l'extérieur, ça ne nous intéresse plus. Oui. Nous, ce qui nous aurait intéressé, c'est si il avait repris sa marche vers le bas par là. Donc ici, c'est pas le cas. Donc, ok, on fait rien du tout. Donc le temps un petit peu passe. Ah, donc vas-y, fais un achat, fais un achat. Voilà. Donc ici, il y a eu un changement de, on va dire, de tendance. Et au même moment, il y a eu en fait un signal à la hausse. Oui. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On a perdu. Ça veut dire, je veux insister sur le fait qu'on ne va pas toujours gagner. D'accord? On a besoin de mouvement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se positionner maintenant sur 9h55. Donc, 9h55, vous voyez, Alain, il clique sur le 10 minutes. Ça nous fait avancer de 10 minutes en 10 minutes. Chose extraordinaire avec cet outil, si vous allez trop loin, vous faites un shift 10 minutes, il revient 10 minutes en arrière. Donc ici, on va vers l'avant. Vous voyez que ce signal, ça n'aurait rien donné parce qu'il va à la baisse, alors que nous, on est dans une optique de hausse. Celui-là non plus ne donne rien. Et là, tu es à 9h53, vas-y, peut-être un coup de une petite minute. On va se mettre dans une phase, c'était il y a 2 jours, donc le marché, il a un petit peu fait le yo-yo, et puis à un moment, il y a eu un petit mouvement, ça n'a pas duré très longtemps, un petit mouvement de hausse. Et là, la stratégie s'est bien comportée, donc c'est très illustratif, c'est intéressant de voir ça. Donc là, on est sur 55, je crois que tu peux encore aller vite, je crois juste que tu peux aller jusqu'à 59, 58. Alors, alors, sois prêt à acheter. Alors, il faut sortir en fait. Hein. Voilà, tu peux acheter, s'il te plaît. Voilà. Donc, on achète. On a notre stop qui est là. On a notre objectif qui est là. Rien ne vous empêcherait d'utiliser un click stop et un click target à, par exemple, 30 points, 30 ticks, 50 ticks peut-être. Il positionnerait l'ordre ici, l'autre ordre ici, et vous pouvez le récupérer par les flèches et le déplacer comme vous voulez. Vous pouvez aussi, euh, vous pouvez aussi faire un clic sur celui-ci. Non, ça marche pas. Non, non, ça marche pas. C'est pas un click stop. Lui, il est fixe, il est basé sur du calcul. Lui, il est basé sur un algorithme. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On a le marché qui... oui, ce range qui se dessine,
on ne l'exploite pas dans le sens où on est déjà en position. Nous, on est rentré là, au niveau de ce trait, notre stop est là, notre objectif est là. Ces ordres, ils sont sur la bourse. Si on est avec des CFD, ils sont sur le serveur d'ordre. S'ils sont avec des futurs, ils sont sur la bourse, que ce soit le Rex, si on fait ça avec un contrat comme le mini DAO, on est dans ce cas à Chicago, ils sont à Chicago. Allez, vas-y, continue. On se rappelle vaguement qu'il y avait un trait positif. Donc, c'est comme ça. Il faut attendre. On voit aussi la structure du prix. Hein. Vous voyez, on voit la structure du prix, c'est-à-dire par rapport à ce plus bas, vous avez un plus bas ici, un plus bas ici, un plus bas ici. Vous voyez, vous avez la structure de prix montant, plus bas. Ça va être sûrement un plus bas, ça. Plus bas, et puis le marché qui reprend. Donc, on est typiquement dans une phase de hausse. Donc, maintenant, est-ce que ça va toucher notre objectif ou pas? À voir. Ce qu'on peut faire, c'est un petit peu dézoomer un petit peu. Voilà. Vous voyez, donc, voilà. Donc, on touche ici. En fait, c'était peut-être ça qu'on devait voir, mais qu'importe. Voilà. On touche ici, pas. Mais reviens un petit peu sur le dézoomer. Voilà. Bouge pas. Et puis, on peut arrêter. Voilà. Ici, on voit un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire, quand il y a du mouvement, quand il y a du mouvement, en règle générale, l'indicateur de tendance, il capture bien le mouvement et donc il vous donne la bonne indication. Après, les signaux interviennent. Les signaux, euh, en règle générale, euh, je dirais la combinaison des deux est relativement efficace. Maintenant, avec la période récente, où on a une volatilité comme un peu plus forte, etc., j'ai déjà aussi remarqué que l'élément de réglage ici du chart, où il y a 5 ici, etc., ça peut aussi jouer pour essayer de, on va dire, d'avoir on va dire, un meilleur réglage. En règle générale, si on veut commencer, je dirais 5, c'est bien. Il faut faire un petit peu avec 5 au début. Et après, quand on est un peu plus expérimenté, on peut aller chercher différentes configurations, différents réglages. Mais en général, ça va. Qu'est-ce qui est intéressant pour nous? C'est le mouvement. C'est-à-dire, si le marché fait ça, ça va pas marcher. On va être stoppé, on va être dans le mauvais sens, on va faire. Si le marché fait des mouvements comme ça, alors dans ce cas-là, c'est bon pour nous. Or, le marché, quand il fait 2-3% par jour, il part de ce niveau, il va un plus bas, il va un plus haut. Entre les deux, il y a 3%. Il y a bien quelque part un moment où il nous fait une belle succession un beau mouvement avec des beaux signaux qu'on peut capturer. Si maintenant le marché, il fait ça toute la journée, et ça représente, je sais pas moi, 0,6%, ça va être très difficile d'arriver de gagner parce que il n'y a pas de mouvement réellement. Seulement, la stratégie, elle risque de vous quand même vous faire rentrer parce qu'il y aura des signaux de temps en temps. Et comme il n'y a pas de mouvement, vous allez faire. Donc, quand il y a du mouvement, comme c'est le cas actuellement, c'est ce que je disais précédemment, il y a matière à faire, on va dire, de bons. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va cliquer sur ce bouton-là. Et ce bouton-là, ça nous montre, euh, alors, celui-ci, on peut le glisser en dehors. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est un petit double-clic, un petit double-clic là. Ouais, ouais, clic gauche. Voilà. Et ici, si tu pouvais juste le mettre là, et si tu pouvais mettre clic gauche, non, non, voilà, clic gauche, clic droit, voilà. Et voilà, si tu peux cliquer sur ça, voilà.
Vas-y. Et si tu peux juste tirer un peu ça par le haut. Donc, ça, ce qu'on voit ici, c'est en fait, je suis donc sur le DAX juin. Ça, c'est maintenant le DAX juin. Et ça nous montre en fait le backtest depuis le 25, on va dire mai, c'est-à-dire grosso modo, c'est comme les 2 dernières semaines, ça doit être à peu près 10 jours. Ça, c'est le maximum en termes de ticks qu'on peut avoir de notre fournisseur de données historiques pour les futurs. Donc, voilà, 10, ça nous donne un peu l'idée de qu'est-ce qui se serait passé en théorie dans un mode backtest. C'est ça que on a. Alors maintenant, allons voir ici dans la barre de personnalisation pour voir qu'est-ce qui est contenu vraiment dans la stratégie, pour voir les éléments dont j'avais parlé. Donc, il y a l'élément ici qui est le chart range bar. Si tu appuies sur le bouton là, ça nous montre, vous voyez, vous avez les différents réglages, et là, la envergure absolue. Quand on est dans la version française, si on se met dans la version anglaise, je pense que ça doit être absolu, pas non, quelque chose comme ça. Ici, on a, en termes de contenu, on a le signal. Si tu pouvais cliquer là-dessus, s'il te plaît, voilà. Voilà. Donc, on a le signal, début 9h, 12h59, c'est-à-dire de 9h à 1h. On peut se lancer des alertes. On a le filtre de tendance ici, DD Trend Filter. Ce réglage span, il n'y a même pas besoin vraiment d'y toucher. C'est peu, ça joue pratiquement pas parce que span, c'est le nombre de bougies qu'il faut utiliser pour calculer la volatilité. Or, toutes les bougies ont au maximum 5 points. Donc, que je mette 10, 20, 30, ça n'a pas d'intérêt. Ici, le facteur ATR. Ça, c'est très important. Ça permet en fait, au niveau du filtre de tendance, ça permet en fait, on fait une mesure de volatilité, et puis on dit une fois, 2 fois, 3 fois la mesure de volatilité. Donc, c'est ça qui détermine cette espèce de courbe qui suit le marché et qui nous indique qu'on est dans une tendance. Donc, ça, c'est un élément important du réglage. Okay. Remontons vers le haut. Voilà. Et là, on a le stop et on a le target. Quand on appuie sur le target, on a un réglage, c'est le multiple du risque. Une fois le risque, une fois et demi, 0,5 fois le risque, etc. Comme je l'ai déjà dit, mon expérience m'a montré qu'en général, je reste autour de 1. J'ai jamais vraiment vu un grand avantage pécunier on va dire, à jouer un petit peu avec ça. Un élément que j'ai oublié de dire, c'est si tu pouvais faire juste un clic droit sur l'indicateur de là, de tendance, clic droit. Ah ouais. Voilà, donc agrégation. Vous voyez, il est sur 4. Il est sur 4. Ça veut dire cet indicateur que vous ne voyez pas qui est derrière, en fait, il est sur 4. C'est un réglage, j'y touche pratiquement jamais. Donc, en termes de réglage, c'est un réglage important. C'est un réglage important. 4, 3, 4, 3, 5, 4, 3. Voilà. Mais en fait, les réglages à prendre en compte, c'est 5, 4, 3. Et alors, il y a d'autres possibilités, mais disons, ça reste quand même assez, au vu de tout ce que j'ai pu voir, c'est quand même, ça tourne souvent autour de ce réglage. Mais c'est pas forcément toujours bon. D'accord? Mais ça tourne autour de ces trois. Donc, ça veut dire la stratégie en termes d'ajustement, c'est quand même relativement bon. Vous pouvez aussi inclure la période horaire. Est-ce que je fais la journée, je fais des segments plus réduits dans la journée, ça c'est à voir. Mais en tout cas, vous voyez que bon, si tu peux faire annuler, voilà. Alors, on peut trader cette stratégie, je dirais comme on l'a fait avant dans l'autre, dans le playback. On peut trader, on est en trade gap auto, on place les ordres manuellement.
Alternative, on se met en auto-order et dans ce cas, la plateforme, elle déclenche les ordres automatiquement. Je ne sais pas si on a le temps de montrer ça. 12h32. Non, on va repasser plutôt sur les slides pour voir un peu quelques backtests. Donc, si vous pouvez voilà, passer à la phase un peu. Voilà. Alors ça, alors bon, notre fournisseur, il nous donne 10 jours de tick sur l'écriture. On en a un petit peu moins pour les CFD. Et donc, c'est difficile d'avoir vraiment des tics. Mais bon, moi, je connais un peu le métier, je suis un peu hein. J'ai acheté, grosso modo, des tics sur Internet et je vais fabriquer mon propre fichier. Donc, ici, c'est un backtest. C'est le même réglage. Grosso modo, donc, si ce n'est qu'on va de 9h jusqu'à midi au lieu d'aller jusqu'à 13h. 3, 5, le span 5, le chart 5, lui réglé sur 4, 3, 5, 4, 3. Donc, c'est vraiment le 5, 4, 3. Et ça, c'est maintenant un backtest sur la période précédant, on va dire, le Corona, c'est-à-dire il y a 3 ans ici. 2017, 18, 19. Et puis, il y a le mois de janvier de cette année. Donc, vous voyez, c'est pas mal, quoi. C'est ce que donne le backtest, c'est pas mal. Ça fait 66 000. Ça fait 66 000 euros. Bon, attention, 1 euro, comment dire, un point sur le DAX, c'est 25 euros. Donc, on a des objectifs assez courts, 200, 300. On gagne, on perd, on gagne, on perd, on gagne, on gagne un peu plus qu'on perd et on termine la journée positive. Ou alors, on perd un peu plus qu'on gagne et on termine négatif. Euh, euh, j'ai tenu compte du fait que, peut-être si on peut juste montrer la plateforme pour montrer le fameux réglage, j'ai tenu compte du fait que, ok, si on va là, si on va sur ce bouton ici, lui, il nous dit signal d'exécution, signal d'entrée. Vous pouvez cliquer là. Ouverture barre suivante. Vous voyez, ouverture barre suivante. Vous voyez un peu l'ordre de grandeur du chart derrière pour vous. Ah, ça a un petit peu baissé. C'est très important, ce réglage est très important pour rester dans la réalité. D'accord. Revenons sur le slide. Il y a un petit décalage entre backtest et réel. Il y a différentes causes. Okay. Une des causes, c'est que le prix d'ouverture, il peut un peu bouger. Il n'est pas forcément égal au prix de clôture. Et donc, ce petit décalage, en général, il est contre vous. Vous le loupez, le marché. Si le marché descend, ben, il risque d'ouvrir 2 ticks plus loin. Et vous, sur votre chart, vous avez seulement, vous êtes sur votre prix de clôture. Oui, une question. Oui. Non, ça c'est maintenant. Ouais, ça c'est, je dirais, ouais, autobid. Autobid, c'est pour essayer de payer un prix plus favorable. C'est-à-dire, on veut acheter, mais le marché baisse un tout petit peu. Il va nous positionner un petit peu plus bas. Et on est obligé, pour être exécuté, qu'un vendeur vienne nous toucher. Non, des fois ça arrive, des fois ça n'arrive pas. Donc, je dirais, si on fait du scalp, on veut rentrer vraiment à un prix super, etc., on peut utiliser Autobid, on est d'accord. Mais là, on est dans une optique, on pense que nos signaux sont bons et on fait plutôt le pari qu'on ne veut pas louper le trade. Dans un cas comme ça, je dirais purement et simplement prix du marché, tout simplement. Ok, on passe à la slide suivante. Ok, la slide suivante, regardez. Alors, la slide suivante, elle montre que, grosso modo, la courbe de résultat est toujours positive, toujours dans le bon sens. C'est le même réglage. Regardez ici, ces zones grisées représentent la période entre 9h du matin et 13h. Chaque jour,
on a cette période-là, c'est pour ça que c'est grisé. Pourquoi? Parce que nos signaux, ils ont le fond d'écran gris, là où il y a on va dire la bougie du signal. Regardez la largeur durant la période de Mars. On a l'impression d'avoir presque un élément rond face à nous. Ça devient de plus en plus large. Quand c'est des journées, avant, les journées étaient tellement serrées, il y avait tellement peu de bougies comparativement que tout était gris. Et là, regardez comme ça s'éclaircit. Parce qu'en fait, cette période-là, c'est qu'une fraction de tous les trades qu'il y a eu dans la journée. Ça veut dire les gens tradaient la nuit, le soir, à tout moment ils tradaient, ça faisait plein de bougies. Et puis vous venez pour trader votre 9h, 13h, c'est 10% de la journée. Alors que de nos jours, 9h, 13h, c'est en termes de nombre de bougies, c'est peut-être un quart de la journée. Okay. Continuons. Alors, on peut se poser la question parce que, bien entendu, certains d'entre vous traitent le CFD, d'autres traitent les futurs. Alors, moi, j'ai fait surtout mes études avec les données dont je disposais et j'étais plutôt sur le DAX futur. Alors, quand on prend le DAX, il y a aussi le mini DAX futur et puis il y a aussi le Germany 30, pardon, pour ce qui concerne les CFD. L'impression que j'ai, c'est que chaque graphique est différent. Donc, si je suis sur le DAX, je peux avoir une journée pourrie et le mini DAX, j'arrive à m'en sortir. Mais le plus courant, c'est quand même que avec les mêmes réglages, ça a plus ou moins les mêmes résultats. Mais on peut tout à fait avoir Germany 30 qui fait beaucoup mieux, que le DAX qui est pas terrible, etc. Ici, j'ai donné comme exemple une même journée. On a le DAX, une journée avec une belle performance. Et on voit que cette même journée, on avait le Germany 30. Quand vous regardez, c'est pas du tout le même graphique. Hein. C'est pas les mêmes signaux, mais il y a quand même un mouvement à la hausse. Le signal se produit à un autre endroit, mais comme on a un mouvement à la hausse, ben on capture, que ce soit là ou là, on capture. Et puis on regarde le mini DAX, la même chose, lui aussi capture. Donc ça, c'est une journée où on voit une certaine cohérence, une corrélation entre DAX mini et puis Germany 30. Maintenant, je ne peux pas garantir que ça soit vrai. C'est-à-dire, je pense que si maintenant on fait que du Germany 30, il faut juste raisonner Germany 30. Le point est que si Germany 30, si le DAX fait 2,5% dans la journée, Germany 30, il fait aussi 2,5%. Donc, si le DAX, il va de là à là, avant d'aller à là et de finir là, Germany 30 va faire la même trajectoire. Les charts seront légèrement différents, mais grosso modo, on peut s'attendre à des résultats un peu similaires. Mais c'est pas garanti non plus. Une question. Ce qui dirige le marché, c'est le marché d'action. C'est le marché d'action. Et quand le DAX, quand on est hors du marché d'action européen, allemand et anglais, français, etc., bah, ça va être, grosso modo, les Japonais sont encore ouverts les Japonais, ils ouvrent de 2 heures, de 10 jusqu'à 10 heures du matin. Donc, les Japonais sont ouverts dans la nuit. Il y a les Néo-Zélandais qui sont ouverts. Et il y a aussi le mini S&P 500. Donc, ça veut dire, on peut trader le mini S&P 500, on peut trader le mini Dow en dehors de tous ces marchés. Et donc, il y a du trading en permanence. Hein. OK. Ça, ça ressemble plus à ce que je vous ai montré avant. C'est-à-dire, on voit, ici, on peut voir la performance cumulée de la journée, profit-perte. Et puis, quand on le règle de manière à ce que chaque journée commence à zéro, ça nous montre un profit. Ça, c'est très important parce que je vais parler maintenant de trading automatique. Donc là, on voit une belle journée, et puis c'est moins bien. Ça, c'est le mini. Ça, c'est le Germany 30. Ça, c'est le DAX. C'est une autre façon un peu d'apprécier vous voyez, ici, on est quasiment à zéro. Là, on gagne légèrement et là, on perd. Ouais, donc, pas exactement les mêmes choses, mais on peut estimer que normalement, si un piège fonctionne, quand le marché se déplace de tel point à tel point, ça ne sera pas au même endroit, mais il y aura des autres opportunités sur un autre graphique. Ok, avançons.
Alors, quand on est dans un mode de trading automatique, il y a un très grand risque, c'est les pertes. C'est si je perds, si c'est une mauvaise journée, je voudrais pouvoir au moins arrêter mes pertes. Très très bonne nouvelle, nous avons exactement l'outil pour ça. Ça s'appelle Safety Net. Au mois de février, c'était que pour les futurs. Aujourd'hui, c'est pour les futurs et les CFD. Donc ça s'applique à tout le monde. Tous les types de comptes peuvent bénéficier du Safety Net. Le Safety Net, c'est que si je suis en mode automatique. Pas si je suis en manuel ou en trading plus automatique. C'est pour le mode automatique. Alors ici, on a une représentation des, on va dire, des résultats par jour. Donc ça, c'était maintenant du mois d'octobre, le Dow Jones. Rien à voir avec le DAX, c'est pas grave. Vous voyez, grand mouvement, grande perte, grand gain, et puis perte, gain, etc. Ça, c'est par jour. Donc, si je laisse tourner ma plateforme et je ne fais pas attention, je peux bien perdre avec le DAX 5 000 euros très facilement, hein, si c'est pas plus. Mais je peux aussi gagner 5 000 euros hein, avec le DAX. Donc, on a le safety net qu'on récupère là où il y a les pips on va dire là où on trouve flat et bloc, grosso modo. On a safety net, et safety net, il permet de faire des choses du type. Pour moi, la plus importante, c'est ça. Maximum perte par jour. Une limite de perte par jour. Donc, avant le Covid, c'était 750 pour moi. La volatilité étant plus vers 1,5%, j'avais 750. Donc, je gagne 250, je perds 300, je perds. J'arrive à moins 750. Ça s'arrête. La plateforme s'arrête. C'est perdu, terminé, on en parle. On peut aussi faire un objectif en termes de gain. Je veux gagner 1000. Tac, 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 le marché perd, monte, je gagne, je perds, je monte. Hop, ça touche 1000, je sors, la plateforme s'arrête. C'est comme un filtre flat. C'est-à-dire, vous avez une position, elle la liquide, et maintenant, on ne peut plus passer aucun ordre. Donc, ça, c'est un outil extrêmement précieux. C'est en fait, vous, en tant que trader, c'est votre, ça se substitue à votre discipline de trader. Vous instruisez Safety Net d'appliquer une certaine discipline à votre trading sous la forme d'un encadrement au niveau du risque. Limiter ses pertes, ça c'est fondamental. Et on peut aussi le jouer tactique, c'est-à-dire on peut aussi dire, je commence le lundi, je prends un peu plus de risques, pas de limite au niveau des gains, quand même une limite au niveau des pertes. J'ai une super journée, je fais 3500, waouh. Deuxième journée, j'ai encore de la réussite, je fais 1000. Vous pouvez vous dire, pour les dernières journées de la semaine, peut-être que vous voulez prendre des risques mesurés. Dans ce cas-là, vous utilisez la troisième possibilité, c'est-à-dire, vous dites, par exemple, si je gagne 1000, je suis prêt à mettre à risque 500, et si le marché maintenant me donne encore des gains, je les accepte, mon résultat monte, mais si je fais une mauvaise série et maintenant mon résultat total descend, eh bien, je ne veux pas qu'il descende de plus que 500 par rapport à où je suis maintenant. Donc, c'est comme un concept de stop suiveur, d'une certaine manière, mais qui s'appliquerait à la courbe de résultat. Si j'atteins plus que 1000, je suis prêt à risquer 300, et ça veut dire que je terminerai la journée au mieux, au pire avec 700, et au mieux, peut-être je gagne 1500. Donc, je ne limite pas mes gains, mais je ne veux pas perdre plus qu'un certain quota par rapport à où je suis maintenant. Ça, c'est très, très puissant. Vous pouvez prendre ça, vous l'appliquez sur simulation. Sur simulation, vous mettez ordre auto, vous appliquez n'importe quoi comme signal, vous faites tourner ça pour voir. Vous pouvez très, très, très facilement comprendre comment ça fonctionne. Et sinon, il faut se reporter à des vidéos qu'on a faites sur
YouTube, on a un petit peu parlé de ça dans des présentations précédentes. OK. Alors, bon, moi, je suis très enthousiasmé par cette stratégie. Les personnes à qui on l'a montré aussi, ils ont trouvé en règle générale qu'elle était très intéressante. Pourquoi? Parce que c'est une stratégie, il y a de l'action. Donc, on veut faire du scalping. Le scalping, c'est une notion de petite échelle. On cherche du mouvement sur des petites échelles. Les conditions actuelles sont géniales pour ça. Ça reste du trading, c'est risqué, on peut se brûler. Il faut faire ça, je dirais, de façon réfléchie. Donc, voilà mes recommandations. Si je veux m'adonner à cette activité de trading, de scalping sur la stratégie DD, premièrement, il faut être clair. C'est pas une stratégie qu'on trouve n'importe où. C'est notre stratégie. C'est nous qui l'avons développée. Le signal range breakout a 2000 lignes de code. C'est pas juste un petit algorithme de rien du tout. Donc, il y a beaucoup d'intelligence et beaucoup de travail et beaucoup d'heures et beaucoup de vies qui ont été sacrifiées pour développer cette histoire-là. Mais c'est très puissant, comme vous l'avez vu. Il faut donc devenir clair. On peut tout à fait faire ça avec des CFD. À la limite, si on est ça dépend de la capitalisation, ça dépend de l'expérience, mais grosso modo, si c'était moi, je commencerais peut-être le CFD pour pas prendre trop de risques, voir un peu comment ça marche, etc. Si je perds, ben, je perds pas trop de choses. Je le verrai comme ça. Deuxièmement, il faut quand même un peu maîtriser la nano. Donc la nano, c'est pas une plateforme qu'on maîtrise dans 5 minutes, pour un peu prendre du temps. Donc il faut le voir un peu comme un projet de moyen terme. Vous vous dites bon, ça m'intéresse de faire ça, mais bon, allons quand même regarder les films, les manuels, pratiquons, faisons du trading nous-mêmes avec le carnet d'ordre, un clic, utilisons TradeGuard, auto-order, apprenons un petit peu sur du backtest. Il faut quand même apprendre des choses avant d'être capable de se lancer dans le délit. Troisièmement, il faut pratiquer dans un premier temps sans risque. Argent fictif, on a le compte Paper, compte de simulation. Comme on l'a fait ici, on peut récupérer des playbacks. On récupère, si vous êtes organisé d'un compte futur, vous pouvez sauvegarder un fichier playback pour les 10 derniers jours. En fait, les 2 dernières semaines. Tous les 2 semaines, vous récupérez le fichier pour les 2 dernières semaines. Vous les mettez, ça devient une bibliothèque avec, vous avez tout le marché. Mais ils sont sous forme de fichiers playback comme Alain les a fait fonctionner. Ça marche très bien. Et vous pouvez rejouer le match. Vous rejouez le match. Et à force de faire, vous verrez que vous allez vous entraîner, développer les bonnes compétences, etc. Une alternative, c'est vous faites du temps réel. Vous vous dites, voilà, le marché est là, hop, je mets mon Germany 30 et maintenant je trade. La seule chose, c'est que je me mets sur Paper, pas avec playback, Paper en temps réel. Il y a un petit retard sur, pas sur les CFD, mais sur les futurs, il y a un petit retard, mais qu'importe, vous faites avec le retard. C'est juste différer un petit peu. Et puis c'est tout. Vous faites votre trading comme si c'était live, mais vous faites vos trades dans Paper. Vous pouvez aussi créer un autre paper, le mettre à côté, et lui il tourne en automatique, et vous faites manuel, tout à fait possible. Vous développez une expérience, vous développez une expérience. Et puis, vous vous sentez prêt, vous savez bien manipuler la plateforme, trading, regarde plus ordre auto, tout ça, c'est, il n'y a plus de secret pour vous. Commencez petit. Futur CFD, plutôt CFD futur, et plutôt petite position que grande position. Puis, vous limitez le temps, ça sert à rien de faire toute la journée. Vous dites, allez, je fais 2 heures, comme un peu du sport, voilà, je fais mes 2 heures, et puis je me concentre bien, j'essaie de faire ça, voire je peux expérimenter un peu d'automatisation, je fais ça, pourquoi pas. Donc, après, quand même, avoir pratiqué. Une chose très importante, ce qui nous intéresse, nous, c'est
prolonger le raid. On ne veut pas se faire exterminer d'un point de vue monétaire, ne plus avoir de sous et ne plus faire de trading. On veut continuer de faire du trading et c'est pour ça que c'est important de ne pas faire des choses stupides. Et c'est pour ça qu'il faut aussi réaliser que on a le temps. On n'est pas dans une course. C'est pas une question de dire bon maintenant je vais faire ça, je mets ça en mode automatique et le mois prochain j'ai gagné 20 000 euros. Pas comme ça que ça se passe. Il faut donner du temps au temps, il faut investir du temps. Et si vous faites ça bien, vous serez récompensé parce que le travail paye. Donc il faut y aller mollo. Le DAX sera toujours là, le Germany Trend sera toujours là, la stratégie de DDR sera toujours là. Il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas, dans une course-poursuite dans laquelle il faut absolument que vous preniez tous les risques tout de suite. Pas du tout. Prochaine slide. Ça, c'est maintenant le côté plus auto. Auto, il y a le bouton auto-order. C'est parti. Donc, auto, que si j'ai développé une expérience manuelle. Je dois avoir déjà tradé pour bien comprendre les signaux, comment ça se passe, l'importance de la rapidité. Plus tard, j'interviens. Au début, Alain, je l'ai pris par surprise. Le premier trade, il était un peu lent. On a eu de la chance parce que le marché est resté au niveau du prix d'entrée. Mais souvent, le marché, il part. Vous intervenez trop tard, vous avez déjà loupé 10 points et maintenant vous gagnez plus que... Ou alors ça vous repousse votre prix objectif et maintenant vous loupez le gain et le marché remonte. Vous voyez, donc, il faut quand même être assez vif et rapide. Donc, il faut avoir pratiqué pour être bien conscient de tout ça. Il faut être aussi convaincu qu'on tient quand même une approche qui peut nous rendre profitables parce que ça sert à rien d'y aller avec des mauvais réglages où on perd à chaque fois. Donc, il faut quand même un travail on va dire, il faut valider tout ce que je vous raconte. Ce que je vous raconte est peut-être vrai aujourd'hui et demain, c'est plus vrai parce que les conditions changent. Il faut valider, mais ce qu'on vous a montré, et comme on vous a montré d'ailleurs avec Alain plus tôt, on vous a montré quel mode de raisonnement utiliser avec cette stratégie. Vous voyez. Donc, il faut utiliser ça. Et si vous vraiment vous voulez vous lancer, vous pouvez tout à fait vous lancer en mode automatique. Je redis, petite position, un lot, mini DAX avant le futur DAX, Germany 30, pourquoi pas le mini. Qu'est-ce que ça bon, il faut avoir la commission en pourcentage alors ne pas se faire tuer. Mais grosso modo, il vaut mieux commencer petit, voir comment ça marche. Et puis, le VPS dont tu avais parlé, Alain, VPS est très très bien. Je l'utilise depuis 2014. J'en parle dans cette fameuse vidéo sur les stratégies automatisées. J'ai mon DD qui tourne aussi dessus depuis quelques semaines, quelques mois. Et c'est très stable, fiable. C'est quoi le concept? C'est un serveur sur lequel il y a ma plateforme. J'interviens à distance, je règle tout, auto-order, je me déconnecte, je reviens, je regarde ce qui se passe, je me déconnecte, je reviens. Hop. Fin de journée, je regarde qu'est-ce que j'ai pêché, bien, pas bien. Ok, je prends des copies d'écran, des choses comme ça. C'est vraiment tip top. Le safety net, très important de maîtriser le safety net parce que si vous êtes mal orienté et votre réglage est pas bon parce que le marché, je sais pas, aujourd'hui il est spécial, vous pouvez vous faire déchirer. Il faut éviter ça à tout prix. Donc safety net. Le safety net, c'est aussi, il faut le pratiquer un petit peu pour bien comprendre ce que ça fait. Donc il faut pratiquer avec l'instrument simulation. On teste, zéro risque, on apprend. Après, il y a tout cet aspect. Dans une présentation comme celle d'aujourd'hui, on ne peut pas tout couvrir, mais ça, c'est un aspect très, très important qu'il faut voir comme complémentaire de l'aspect technique. L'aspect technique, c'est les fameux le chart, le signal, l'indicateur de tendance, stop, objectif, les réglages, etc. Ça, c'est le côté technique. Mais il y a le côté gestion. Gestion de risque, gestion de résultats à côté. Je pense que ma recommandation, c'est de se comporter comme un entraîneur de football ou un entraîneur de rugby
pour un entraîneur de n'importe quel sport co, c'est il faut gérer en fonction de l'évolution du match. Si j'arrive à un quart d'heure de la fin à 3-0, ça sert à rien de fatiguer mes meilleurs joueurs. Je sors des joueurs, je mets des défenseurs, je ferme le match. Je veux terminer avec mes 3 points, avec mon gain. Dans le trading, c'est la même chose. Ma recommandation, c'est de travailler sur une base hebdomadaire, c'est-à-dire que c'est comme si vous disiez que mon match dure la semaine et mon objectif, c'est de terminer avec X. Il faut se fixer un certain objectif à combien on veut sortir à la fin de la semaine. Pardon, avec le DAX, avant Covid, c'était genre 1500 comme ça que j'avais un peu en tête. Après Covid, c'est plus de 3000 parce que ça bouge plus. Mais ça veut aussi dire que je dois limiter en termes de pertes. Et maintenant, quand je vais 750, je suis touché très rapidement. Donc, j'ai dû augmenter jusqu'à 2000 par jour, risquer 2000 pour essayer de gagner 3, 4, 5. Donc, le point que je veux faire, c'est que il faut manager, avoir un objectif en tête si on veut sortir gagnant et s'habituer à gagner. Il faut gérer notre approche vers l'objectif. Donc, si on a gagné en début de semaine assez, et s'il nous manque plus que 50 € pour atteindre notre objectif de la semaine, peut-être qu'il faut se poser la question, est-ce que ça sert bien de re-rentrer et de re-risquer de nouveau toute une journée ou toute une perte? Vous voyez, il faut être un peu calculateur. C'est pas une stratégie où vous dites, j'active, je ferme les yeux et je reviens dans 3 semaines. Il faut quand même manager les choses. Et moi, j'ai un objectif, enfin plutôt une limite en termes de jours pour la perte, mais aussi en termes de semaines. Et la limite en termes de semaines, c'est votre volonté. C'est vous qui devez vous empêcher de retrader si vous avez, par exemple, dans mon cas, si je fais 2 journées, on va dire, où je prends ma perte autorisée, ben, j'arrête pour la semaine. Comme ça, je ne me retrouve pas à perdre, si je perds déjà 2 et 2, ça fait déjà 4. J'ai pas envie de perdre encore 5, 6, 7, 8. Donc, il faut de la discipline. Et cet aspect, si la technique vaut pour, on va dire, 2/3 de l'ensemble, ça, c'est quand même 1/3. C'est pas à négliger. D'accord? Donc, pour le moment, je pense que je suis arrivé maintenant au bout de la présentation. Parfait. 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 Donc, je peux peut-être enchaîner avec ça. Hein. Donc, on est arrivé au bout de la présentation. Les questions, on en a eu durant la présentation, on a répondu aux questions. S'il y a d'autres questions, on y répond tout de suite. S'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais ici toucher au cœur de ceux d'entre vous qui n'êtes pas clients de Self-Invest, au cœur et à la raison, et vous rappeler que Self-Invest n'est pas un broker traditionnel au sens CFD qui joue contre le client, qui gagne sur les pertes des clients. Pas du tout. Self-Invest, c'est un courtier comme un courtier de culture, c'est-à-dire qui transmet, exécute l'ordre pour vous sur les marchés, et de ce fait, qui est rémunéré sur des commissions et pas sur les pertes et ce genre de choses. Du coup, il est aligné en termes d'intérêt avec vous. C'est-à-dire, si vous gagnez, il gagne indirectement parce que vous créez de l'activité. Donc, Self-Invest a en son sein des gens qui sont très expérimentés au niveau du trading, qui aiment ça, qui le pratiquent encore, certains à différentes échelles, etc. Et donc, quand vous n'êtes pas encore client de Self-Invest, Self-Invest, je dirais, s'adresse à vous et vous dit qu'est-ce que vous avez à perdre, devenez client de Self-Invest et profitez de ces merveilleux outils, de ces merveilleuses stratégies, mais aussi du support, on va dire, du contenu éducatif qui vient avec l'outil. Parce que c'est marrant, c'est bien sympathique d'avoir des outils, mais si on vous explique pas comment les utiliser,
ça n'a pas beaucoup de valeur. Chez nous, chez Self-Invest, on a une valeur dans le sens où on fournit un contenu à nos clients. Ce contenu a différentes sources. Il peut venir de partenaires comme un Éric Lefort avec son signal cassure haussière qui est super, son style Mogales qui est très très bien, et ça peut venir d'un Wim Levens qui a lui-même fait beaucoup de travail de développement au niveau des graphiques et qui est tout à fait dans la ligne Range Bar, qui était même un précurseur d'une certaine manière. Mais il y a aussi des différentes nationalités, des Allemands ou des Américains ou d'autres Français qui ont écrit et qui ont rendu l'information publique et qu'on a reprogrammé, mis dans la plateforme, etc. LDR et d'autres personnes. Et donc, chez Self-Invest, vous trouverez plateforme superbe, service superbe, exécution superbe, contenu pour pouvoir se bonifier et au bout du compte devenir un bon trader. Parce que le trading, c'est passionnant, mais sans travail et sans efforts, on ne peut pas y arriver. Et nous sommes, à notre avis, le partenaire idéal. Donc, je dirais, voici mon message et j'espère qu'il retentira à l'intérieur de votre tête. Voilà. Pour nous contacter, on enverra en fait des PDF. Donc, il y aura différents liens pour nous contacter de différentes façons. Et si vous êtes, si vous voulez être appelé, etc., vous aurez la chance de parler avec Alain. Si vous avez des questions plus techniques sur la plateforme, notamment DD, peut-être ce sera moi qui vous répondrai. On a toute une équipe très expérimentée qui est très très professionnelle et qui est tout à fait reconnue sur la place comme étant une équipe, je dirais, de très très grande qualité. Ok, on y arrive au bout, hein? D'accord. Ben écoutez, une bonne journée à vous, bonne fin de semaine et à une prochaine. Hein? Ouais.